certaine manière. Oui. Ouais, c'est vrai. Ouais, ouais, tout à fait. Et du coup, et ça, je lisais beaucoup de romans noirs et ceux de Thompson et de Goodies que je relisais et relisais, et ça m'inspirait beaucoup en fait. Donc c'est pour ça que je leur dois un petit peu de. Ouais, ça fait partie des. Mais bon, les ombres mortes, c'est pour ça que ça s'ouvre par un texte de Soupeau, hein. C'est parce que c'est ce que je dois au surréalisme, par contre, où je retourne toujours, parce qu'il y a toujours un moment où il re-questionne complètement notre façon de lire, de voir, de penser, de faire, et par la poésie. L'ombre a une place extraordinaire chez Faulkner, dans Sanctuaire. Et il y a énormément de titres dans le roman noir qui portent, qui portent ce mot-là et qui sont des merveilles. Mm. Je pense à Paco Ignacio Taibodos. Oui. Voilà. Mm. Mais il m'échappe pour l'instant, mais c'est pas grave. Ouais, Vous le mais moi aussi. retrouverez. C'est pas grave. On va en venir au roman suivant, publié chez Rivage Noir en 2009. Kadogo, tu prononces comme ça? Oui, Kadogo. Kadogo. Voilà, donc au pluriel. Et je démarrerai, après j'évoquerai d'autres choses, mais je démarrerai par... En fait, il y a une sorte de note liminaire qui m'a un peu vraiment gêné au début. Mm. C'est la première fois que je suis un peu... Ouais, mais on me la un peu reproche des critique. fois. On me la reproche, j'aurais peut-être pas dû. Non, c'est pas la note en elle-même, c'est ce que ça peut induire. Je sais pas si ici quelqu'un veut intervenir. Mm. Ça induit des choses. Tu proposes différentes manières de lire le livre, Mm. et pourquoi pas. Mais ceci dit, c'est d'un compliqué. Je me suis dit tout à l'heure, tu disais il faut enlever tout ce qui pourrait gêner le lecteur ou la lectrice. Là, pour le coup, je pense qu'il faut passer. Mhm. Et alors, la question est double. Si quelqu'un veut intervenir par rapport à ça, si vous avez été gêné ou pas, vous le dites. Et la seconde question, est-ce que tu as dit tout à l'heure quelqu'un avait poussé au-delà, est-ce que ça a un rapport avec Julio Cortázar et son fameux Marel? Non. Ou pas du tout? Pas du tout. Ok. Non. C'était quoi la première question? J'ai un trou. C'était peut-être même plus Ah pour oui. le public. Est-ce que quelqu'un a lu cette note de l'auteur en début de Kadogo? Est-ce que ça vous a gêné? Non. En fait... Ah, La note Ouais. elle-même? la note, ouais. Mais alors qu'après... Mm. Oui, il y a la possibilité de... Voilà. Mm. Bon. Ouais. Mm. Alors par contre, c'est quelque chose d'extrêmement rare qu'il y ait un préambule comme ça de l'auteur au départ. Il y en a un célèbre, c'est dans Brave, de MacDonald. Oui. Mais Raphaël Dernier Jour, mais pour d'autres raisons. Qu'est-ce qui t'a conduit à prendre cette décision et à la poser? Bah, en fait, alors il y a déjà un défaut dans ce livre, et qu'il faut absolument que j'en parle à mon éditeur, c'est que tant qu'à faire une note comme ça, il faudrait au moins qu'il y ait une table des matières pour que les gens retrouvent vite Ouais, tout à fait. les chapitres. Je l'ai fait remarquer à l'éditeur qui m'a dit « Ah oui, mais ça, on aurait dû se rendre compte nous. » Mais bon, je partage la faute avec eux, c'est que c'est complètement stupide. Si on file un truc en kit, c'est autant donner le plan avec, quoi. Enfin bon. Bon, donc, c'était pas. Alors, ce qui s'est passé, c'est que j'ai écrit ce roman comme les autres, en fait, dans l'ordre où il est là, globalement. Comme ça, en sautant des moments les lettres. Donc, j'avais retrouvé le principe. Alors, en fait, il a été écrit avant La bannière était en noir, mais il a été long. C'est pour ça que La bannière était en noir était un récit linéaire, parce que je me suis beaucoup fatigué avec ce roman-là, avec Kadogo. Je me suis beaucoup fatigué ma tête. Donc j'avais décidé, donc je l'écris comme ça, et puis je rebondissais, et ça retournait, puis on des trucs du passé, puis ces histoires de lettres. C'est le seul roman aussi qui commence par la fin. Donc j'avais une idée de la fin. Oui, lettre au journal, ouais. Parce que c'est évoqué en tant que journal. Oui. Dans le préambule. Pardon, excuse-moi. Oui, t'as raison. T'as raison. Mais c'est des lettres. Tu vois, il est mal foutu ce préambule. Moi, je crois que je crois que je vais arrêter d'écrire des recettes de cuisine. Ce sera mieux. Non, en fait, bon, donc, au bout d'un moment, j'ai un moment comme ça, en arrivant au milieu du roman, j'étais complètement paumé dans ce roman, je savais plus où j'allais, et je me dis bon non, c'est trop compliqué. Je vais prendre un récit linéaire, bêtement chronologique, et je vais mettre les choses dans le sens où elles arrivent. Et donc je commence à restructurer tous mes chapitres dans le sens où c'était. Et je me dis tiens, c'est vachement intéressant comme ça aussi. Puis je continue à écrire 2-3 chapitres comme ça. Je me dis, ouais, mais bon, ça me fait chier, j'aimais bien quand même sauter du coq à l'âne, machin. Et je recommence à sauter du coq à l'âne. Et du coup, je termine en réadaptant la première méthode,
mais en me disant, c'est quand même marrant parce que la deuxième méthode donne un autre aperçu du roman. Et est-ce qu'il n'y aurait pas moyen, finalement, de faire en sorte que ce soit lisible des deux manières? Et j'avais moi-même du mal à choisir, et je me suis dit, est-ce qu'il n'y aurait pas moyen, bon alors je l'ai peut-être fait maladroitement, est-ce qu'il n'y aurait pas moyen d'inviter un peu le lecteur dans ma cuisine? De lui dire, en fait, c'est une façon de dire, c'est quand même, quand on est auteur, le type de question qu'on peut se poser. Est-ce que mon roman, je le construis, une fois que j'ai ma matière à sculpter, je la sculpte comme ça ou comme ça, du coup? Je présente comment les choses? Et je me suis dit, bah, peut-être que là, si je vise bien mon truc, normalement, il doit y avoir un moyen de faire en sorte que on lise le roman des deux manières. J'ai certaines personnes qui m'ont fait le grand plaisir de le faire. Il y a les bibliothécaires de Vienne, de la bibliothèque de Vienne, qui, elles aimaient toutes les deux beaucoup le roman, mais elles avaient décidé de les lire une dans un sens et l'autre dans l'autre, et d'en parler après. Elles m'ont renvoyé un mot en me disant, c'est incroyable. Ah non, elles m'ont téléphoné en me disant, c'est incroyable. On avait l'impression, pendant les 10 premières minutes, qu'on ne parlait pas du même roman. Qu'il se passait autre chose. Bon, il y avait les mêmes personnages, mais non, c'est pas comme ça. Non, c'est pas ça qui se passe. Voilà. Et à la fin, on a retrouvé tous nos petits. Alors, la méthode qui est là, c'est celle qu'en définitive j'ai choisie. Donc oui, c'est évidemment celle que je conseille au départ, évidemment. Mais ça, je trouvais et j'ai quand même retravaillé les choses pour faire en sorte qu'elles soient lisibles. En fait, une histoire de chapitres à suivre. Mais il aurait mieux fallu mettre des numéros partout. Enfin, j'ai mal réfléchi au kit, on va dire. Par exemple, mettre des numéros partout en disant, si vous voulez, vous pouvez suivre les numéros. Puis comme ça... tu mets une vidéo aussi, comme chez Castoche ou... Hein Oui, bon, d'accord, t'as pas aimé cette proposition. Mais ça m'a demandé... tu sais que ça m'a demandé en plus... J'ai pas aimé Marelle de Cortazar non plus. Ça m'a demandé vachement de travail d'arriver à trouver... Sauf que dans Marelle, en fait, on peut ne pas lire les autres, machin, tout ça. Là, il faut tout lire. Pour comprendre quelque chose, il est fortement conseillé de lire tous les chapitres. Alors, puisque Christian l'a longuement évoqué, là aussi, donc, les alternances sont de rigueur. Il y a donc ce journal lettres, donc épistolaire, et qui est la présentation d'une narratrice par rapport à des enfants dont on ne sait pas ni qui ils sont, ni où ils sont, ni ce qu'ils font. Et ça, c'est tout début, page 14, et on saura à peu près qui écrit ces textes et à qui c'est adressé. Qu'à la page 102 environ, donc environ à peu près à la moitié du livre. Ensuite, la seconde strate de cette construction, ce sont les dates. C'est J+4, J+3, etc. Ceci partant du 26 mars. L'année n'est pas donnée, ou je me trompe, mais c'est à peu près 2006-2007. Ouais. Voilà. Il y a donc quelqu'un qui écrit ces choses-là, on ne sait pas. Là aussi, on retrouve le premier leitmotiv que l'on retrouve, et bien évidemment, et c'est là que ça rejoint la thématique dont j'ai parlé tout à l'heure sur les serial killers. Une personne a eu sa mère éventrée et éviscérée, ça c'est la référence directissime à Placard, puisqu'on retrouve des personnages de Placard, mais c'est aussi le tueur, je vais être très très large dans mon acception, le tueur du roman qui va pratiquer les choses de la même façon. Ensuite, il y a donc le personnage d'Eustache qui lui aussi a recueilli donc, le gamin de Placard. Donc là, on est dans la transversalité, etc. Il y a Marny qui est peut-être le personnage principal, je ne sais pas. C'est toi qui... Ouais, mais ça c'est à chacun. Bon, c'est assez choral comme roman quand même. C'est assez choral comme roman. Enfin, je veux dire, il y a beaucoup de personnages principaux en fait. Et qui, au début du roman, a des relations particulières avec le prêtre. Et on verra très très vite qu'elle est contractuelle, elle est rémunérée sur des contrats pour d'euthanasie sur des malades en phase terminale. J'en dis pas plus. Et là aussi, on est dans une sorte de dénonciation, traitement du sujet de société, donc ce qui a été évoqué en tout début d'entretien. Elle aussi recueille une jeune femme qui se trouve à un moment donné. T'as raison, j'écris tout le temps le même truc en fait. T'as raison, j'écris tout le temps le même truc en fait. Je n'ai pas dit ça. Ah bah merde. Mais j'ai lu. Si on lit, on lit. Oui, voilà. non mais. Donc voilà. Non, mais c'est pour. Non, mais c'est très bien. C'est pas une critique. Hein. Ah non, si j'avais voulu le faire d'une manière critique, voilà. Non, mais je le prends très bien. Je le prends très bien. Par contre, alors non, ce qui m'a amusé aussi quelque part, c'est que cette Claire, qui est un beau personnage, va initier cette Marny à la musique. Bon, alors on comprend pourquoi, vu monsieur Christian Roux, etc., avec la découverte de musique
pas particulière, mais en tous les cas, soit de la grande musique, Bartók, si j'ai bonne mémoire, mais aussi le rock dur, mais aussi des textes, mais aussi, donc ça c'est... Et elle en vient à avoir une relation particulière avec cette Claire. Et puis il y a troisième strate, il y a ces jeunes enfants. Ouais. On va quand même en dire en mots, ils apparaissent très tôt, ils sont très tôt nommés, je vais lire les passages. Dans le roman, il y a Cobra le Dur, on apprend un peu plus tard qu'il a 15 ans, il y a Zig la Folle qui a 13 ans, La Mort dans les Yeux qui en a 11, Tigre affamé 13 et Diap 11. Là, un peu comme chez Calvino, ça revient par strate comme dans Les Villes Invisibles et on les retrouve à d'autres moments. Tu as bien expliqué comment tu avais construit ou reconstruit ou déconstruit. Et donc à chaque fois, on apprend pourquoi l'un ou l'une s'appelle comme ceci. Et donc la référence extrême est très aboutie et sans cesse centrée sur le Rwanda, sur les Hutus, les Tutsis, les génocideurs, c'est le terme que tu emploies. Et il y a un terme terrible qui est décrit, je vais lire les passages. Donc là, c'est une autre forme d'initiation, ce sont les séances de coupage public. Voilà. Ah, tu lis ce passage-là, d'accord. Je crois que j'en ai 5 ou 6 dans celui-là. Je ne sais plus quelle ordre. Lecture 1, c'est page 24. Là aussi, c'est pour le style. À Yons, je ne sais pas si on dit comme ça, YONS, c'est ta région d'origine, non ? Non, ça n'existe pas. Ça n'existe pas, d'accord. Donc à Lyon. Autrefois, il y avait eu cette femme éviscérée avec son gamin, bis repetita non placent, Tony, dans le placard. L'affaire avait en partie mal tourné, mais elle avait été résolue et Eustache s'était fait muter ici à Rambouillet. Après être monté en grade, Rambouillet, château de chasse de la présidence de la République. Donc c'est là où il y a les petites choses qui viennent et le constat social qui est redoublé d'une analyse sociologique. Niveau de vie plutôt élevé, accompagné d'une certaine tendance à la prétention aristocratique, mais également mendiant, chômeur, la rue, etc. Travailleurs pauvres, travailleurs qui s'ennuient, travailleurs heureux, collège pour classe pauvre et moyenne, école privée pour classe pauvre, moyennes et riches, de ces gens qui rabâchent, que quand on veut, on peut, c'est vrai, c'est à peu près toujours les mêmes, mais qui préfèrent quand même mettre du fric dans la balance. Lycée pro pour classe pauvre, lycée général pour classe promise à un avenir, centre-ville coquet, cité en bordure de champs, zone industrielle, hypermarché. Une ville au fond assez banale, plus animée qu'Yon, reliée à Paris par une ligne de chemin de fer, mais qui surtout aspirait à être reconnue comme une paisible ville de province. C'est pas mal comme décor. Je fais une parenthèse que j'ai oubliée tout à l'heure. Il y a un autre auteur que Guérif aime beaucoup et qui est énormément publié chez Rivage, qui lui a écrit un roman avec plusieurs fins, c'est Pierre Signac. Et qui a aussi pas mal d'apartés sur la ville. Il a écrit des romans magnifiques sur la ville des années 60-70. J'ai très peu lu, moi. Je connais peu. Pourtant, une des notables de cette ville venait de se faire tuer chez elle, après que son personnel avait été découpé en morceaux et éparpillé dans la propriété. Le cerveau de la dame, lui dit-on, avait disparu. Donc voilà. Donc l'aparté sociologique débouche sur une déclinaison pour le médecin légiste. Oui. Voilà. Alors, mais tiens, du coup, la réponse, la question, elle vient pas dans le bon ordre, mais c'est pas grave. Cette médecin légiste avec qui, si je me trompe pas, Eustache va entreprendre, en tous les cas, peut-être une sorte d'amitié, ou se rapprocher. Est-ce que c'est voulu? C'est quelque chose qu'on retrouve dans énormément de romans noirs et policiers. Est-ce que c'est voulu que le prénom soit fort proche de celui de Marnie? Oui. Et pourquoi? C'est parce qu'elle est un petit peu le... Marnie tue des gens et elle les... Je savais que tu allais dire ça, mais je croyais pas que ça serait aussi simple. Non, je suis un peu décevant dans ce genre de réponse, mais c'est vrai que c'est des échos que j'aime mettre. Marnie, Marine, je me suis dit tiens, elle va s'appeler Marine. Alors sur les prénoms, je fais un petit peu aussi... Je vais très très vite. Je suis quelqu'un qui va très vite sur les prénoms parce que j'ai pas envie de me retrouver dans la situation de ses parents qui attendent un mot mais qu'on discute pendant 3 semaines qu'on va l'appeler comment, Albert, Robert, Jean-Pierre, non, Paul. Bon, dès qu'un prénom arrive, je le mets en fait. D'ailleurs, Eustache, quand ça m'était arrivé, donc pour Placard, je me dis Eustache, c'est bizarre. Je dis après tout, Eustache, c'est bizarre. Je suis tombé sur Eustache, c'est Eustache. Voilà, tant pis. Et là, Marnie et Marine. Alors, mais Marnie en plus, c'est que au départ, je voulais appeler ce roman Un printemps pour Marnie. Puisqu'elle découvre quand même l'amour sous une certaine manière. Donc Marnie, c'est la tueuse à gages. Elle, moi, j'ai rien dit. C'est toi non, mais on peut le dire, c'est la page 2. Ah bon, c'est page 2. Okay. Ou 3. Je l'ai lu dans un autre ordre. Non, on peut le dire assez vite. Et puis, et donc effectivement, qui à la longue, elle est comme, je me suis entre guillemets amusé. J'ai 2-3 trucs à dire sur ce roman-là, surtout sur le Rwanda en fait. Mais bon, mais c'est, sur
je voulais qu'elle ait le même parcours en fait qu'une ado normale qui, au bout d'un moment, ça la gonfle de faire ce que ses parents veulent qu'elle fasse. Et ses parents, c'est son père surtout, et c'est un tueur à gages, donc Vlad, qu'on finit par découvrir. En fait, c'est une espèce de sommité dans l'univers du. Sauf qu'elle, elle veut pas faire ça. Donc du coup, mais elle a appris que ça. La seule chose qu'elle sait faire, c'est tuer des gens. Donc du coup, elle a décidé de le mettre au service de l'euthanasie, en se disant au moins, je me retrouve un petit peu plus comme ça. Voilà, bon, c'est le présupposé du personnage. Le roman m'est venu idée obsessionnelle pour moi en 94. J'imagine que beaucoup d'entre vous ici aussi. J'ai été quasi traumatisé par cette histoire de génocide au Rwanda. Je me disais, comme plein de gens, je croyais, pourtant il y a la Yougoslavie entre-temps, mais bon bref, je croyais quand même un peu naïvement que ces histoires de génocide, on arme une ethnie pour en zigouiller une autre, que ce soit... machettes fabriquées en France. Ouais, avec des machettes fabriquées en France en plus, mais ça c'est quand j'ai fouillé un petit peu. Mais ça m'avait semblé, donc j'étais accroché à mon poste, je lisais tout là-dessus, donc j'ai lu énormément de choses sur les enfants soldats. Alors du coup j'ai découvert toute cette réalité, la réalité des enfants soldats, toutes ces choses que je ne connaissais pas. En même temps c'est idiot, les Américains qui débarquaient à 16 ans, c'était limite des enfants soldats, hein, mais bon, c'était au moins des ados soldats. Enfin bref, je découvre cette réalité-là et je lis un roman extraordinaire qui est Johnny Chien Méchant d'Emmanuel Dangala. Tu cites? Bah oui, je cite parce que si vous devez lire l'un des deux, lisez plutôt Johnny Chien Méchant. Si vous avez le temps, lisez les deux. Mais Johnny Chien Méchant, qui est un roman magnifique sur les enfants soldats. Un roman, hein. Moi je lis surtout les romans. Et du coup, mais bon, ça m'obsédait, mais j'avais pas de. En fait, les thèmes parfois m'obsèdent. Donc lui, il m'obsédait même depuis avant la rédaction de Braquage. Hein. Mais on n'a pas forcément l'histoire ou l'image qui fait que. Et en fait, quand j'ai eu l'image qui est la première lettre du roman, le premier journal, la première partie du roman, cette description d'enfants sur une île qui débarquent sur une île dévastée et avec des corps qui fument encore et il y a une femme blanche avec eux. J'ai eu, je ne sais pas quand ou pourquoi, comment cette vision, je me suis dit, ah mais c'est ça, le début du roman sur les enfants soldats, c'est ça. Il faut que, et le roman va nous expliquer comment on en arrive à cette situation à la fin en fait. Et j'avais très fortement envie d'en parler, mais c'est toujours pareil. Ça y est, de vouloir parler d'un sujet, c'est une chose. De trouver l'histoire par le biais de laquelle on va arriver à en parler sans que ce soit un tract ou un documentaire ni rien, parce que c'est pas ce que j'écris, et ben, c'en est une autre. Et là, du coup, il y a eu cette image. C'est pour ça que je l'ai mise au début. L'air de rien, j'essaye comme ça de dire des choses à mes. Il y a un de mes romans, je dirais pas lequel, où il y a un moment, il y a écrit « Et maintenant ?» Et en fait, c'est une question que je me suis posée. Et du coup, je l'ai écrite. Et le « et maintenant » est resté. Généralement, ils font le point, on fait le point, on pose des questions. Enfin, c'est classique. Page 61. Les séances de coupage public se déroulaient sous les yeux des villageois dont on avait déjà pillé les cases et violé les femmes. On sélectionnait au moins un représentant de chaque famille, puis on sectionnait leurs membres et réduisait leurs os en bouillie sans les tuer pour qu'ils se traînent et grognent comme de vulgaires porcs. Mais les membres de cette étrange tribu allaient plus loin encore. Ils faisaient cuire les entrailles de leurs victimes et les mangeaient devant les villageois encore entiers, terrorisés à l'idée qu'eux aussi finiraient bientôt dans un estomac humain. La chaîne est brutale. Ça, en fait, c'est parce qu'avec ce roman-là, j'ai eu des reproches sur l'extrême violence de certaines scènes. Mais en fait, Gérardo vient de lire quasi l'intégralité de la scène. Et je dis souvent aux gens, peut-être, mais en fait, j'y passe pas 4 pages. Hein, c'est pas gore. Enfin, j'essaye toujours d'être dans cette limite où, mais par contre, ce qu'on subit ou ce que subissent encore ces gens dans certaines contrées, c'est tellement horrible. Il y a un moment, il faut arriver quand même à le dire. Donc, je cherche comment le dire de façon le plus ramassée. Et là, c'était très bien de lire ce passage pour ça, ouais. Et il y en a que 4, hein, je les ai à peu près relevés, il y en a 4 dans le roman. À part les fragments, certains que je vais lire sont liés au portrait des 5, de la bande des 5, là, des 5 jeunes. Mais pour chacun, j'ai une raison de lecture. Le second, c'est page 167. C'est difficile à croire, mais rapproché du petit os qu'on a trouvé à Gambezel, c'est la propriété où ont été perpétrés les premiers meurtres. Ça pourrait constituer un gris-gris de Kadogo. Et ça, comme l'a bien expliqué Christian, c'est le personnage de Marnie qui, d'une manière décalée et de par son parcours personnel, est susceptible d'avoir ce type de pensée. Un gris-gris de quoi? De Kadogo. Petite chose sans importance en Swahili. C'est le nom qu'on donne aux enfants soldats en Afrique subsaharienne. Ils portent ce genre de gris-gris sur eux, ça les rend invulnérables, du moins le croient-ils.
pour le titre. Et ça, c'est le portrait de groupe avec dames éviscérées. On pourrait aller jusque-là. Ils étaient là. 5 petits bonshommes noirs, des casquettes militaires vissées sur le crâne, une veste kaki, ouverte sur un t-shirt sale et déchiré. Ils tenaient une machette à la main. L'un d'eux avait une kalachnikov en bandoulière. Des lambeaux de peau de bête, des tresses de poils, des dents et des os étaient attachés sur leurs vêtements en divers endroits. 4 d'entre eux portaient à leur cou un petit sac fermé avec une lanière de cuir, donc le cadogo. Tous fixés marnis de leurs yeux, aux pupilles dilatées, un peu floutées et légèrement mobiles, comme si elles avaient du mal à accommoder. Eux, en revanche, étaient bien plus raides que des clous, et Marny se sentait déjà comme crucifié. Ils avaient à peine 12 ans, sauf un, donc là j'ai donné les âges tout à l'heure, sauf un peut-être le chef, bien que ce ne fût pas lui qui tenait la calache, à qui elle en aurait facilement donné 16. Voilà, ils font à peine un petit mètre 50 et ils sont en France. Voilà, et le dernier passage là-dessus, ensuite je viendrai sur 2 autres extraits, mais pour d'autres raisons. Qu'ont-ils fait, eux, enfants d'Afrique, pour mériter de voir leurs parents se faire couper et manger par des chiens avant d'aller tuer, sous prétexte de guerre tribale, ceux qu'ils auraient toujours dû considérer comme leurs frères et de finir vidés comme des porcs, bon, c'est la même image qui revient, mais afin que leurs entrailles nourrissent de leur jeunesse les corps fanés des vieillards. Donc ça vous donne une idée, mais effectivement, c'est dispersé dans le roman, c'est à part sur les portraits. Tu as... Non, mais j'ai eu des reproches comme quoi ce roman était entièrement violent. Voilà. Non, mais tant mieux, ça veut dire que les 4 ou 5 descriptions sont suffisamment expressives. Oui, complètement. Après, il y a aussi, on ne peut pas passer non plus sous silence, il y a les scènes de crime en plus, il y en a 2 ou 3 qui sont similaires. Je traitais de la violence, et c'est pour ça d'ailleurs qu'on retrouve Eustache et l'enfant du placard, dont on découvre dans ce roman-là qu'à la fin de Placard, effectivement, Eustache adopte ce gamin qui était dans le placard. Et on le retrouve parce que du coup, Eustache devient particulièrement sensible. C'est le seul qui croit à la théorie c'est Marine qui dit tout à l'heure le gris de Cadogo, c'est le seul qui croit un peu à ces théories parce qu'il a un problème de grande violence. Maintenant, le gamin n'est plus dans... Et on suit l'histoire d'Eustache avec son fils. Non, c'est Eustache. Eustache avec son fils Tony. On suit l'histoire d'Eustache. Dans Cadogo, on suit aussi cette histoire-là. Et son fils, maintenant, n'est plus dans un placard, sauf qu'il connaît presque que ça. Dans le placard, il a torturé une souris, enfin il a un rapport. Et pour lui, sa mère qu'il aimait, elle le battait parce qu'elle l'aimait. Enfin, il est dans cette logique d'enfant. Et du coup, lâché dans une école, c'est une bombe, ce môme, en fait. Eustache a beaucoup de problèmes avec la violence de son fils. Et à un autre degré, dans un autre type de société, un môme qui a subi un autre type de maltraitance. Mais je trouvais que ça faisait énormément écho. C'est pour ça qu'au bout d'un moment, enfin, assez vite, on s'est retrouvé avec... Au début, j'avais un inspecteur qui n'avait rien à voir. Et puis du coup, c'est devenu Eustache à la longue. Parce que c'est pareil, l'écho, en fait, je les ressens, comme tu dis, ces échos, ces transversalités, et quand elles peuvent carrément reprendre corps dans les mêmes personnages, du coup, je les reprends. Et je pense que maintenant, ça va arriver régulièrement, parce que ça me plaît bien. Je vais quand même lire un autre extrait, page 122. Un vague gémissement lui parvint, une plainte peut-être. Elle scruta alors les environs. De là où elle était, elle ne pouvait pas voir la maison. Seulement le chemin qui conduisait sillonnait harmonieusement entre des arbres au moins centenaires. Le soleil jouait avec des feuilles naissantes et les oiseaux s'entonnaient à cœur joie. En ce moment, la nature se défonçait assez pour donner à Marny l'envie de quitter la ville. Mais elle ne faisait pas non plus mystère de ces zones d'ombre. C'est de l'une d'elles un tas de branches humides et noires dans lequel devaient grouiller 1000 cloportes, yules, scolites, larves et autres hétéroptères, qu'une seconde plainte, plus proche du râle d'agonie, sortit. Voilà, là aussi, c'est un très beau passage sur un autre type de scène de crime et sur en fait, ce qu'elle ressent, elle. Ouais. Ce qui m'avait inspiré ce petit passage, c'est une nouvelle allons bon, Le Cas. Gérard Le Cas. Non, qui est-ce qui écrit Buzzati, une nouvelle de Buzzati. Voilà, une nouvelle de Dino Buzzati dans laquelle c'est un type qui sort voir son jardin le soir et puis il se met à imaginer tout ce qui grouille et puis en fait il se dit que c'est un véritable champ de les animaux se courent après entre eux, se tuent. Voilà. Tout à coup j'ai voulu citer cette nouvelle. On fait ce qu'on veut, on est écrivain, c'est ça qu'ils m'ont expliqué mes copains surréalistes.
puis par moments, c'est beaucoup plus, même si le terme d'os va revenir, mais c'est quand même beaucoup plus concentré. Là, on est très proche du roman noir. J'ai extrêmement aimé ce passage, page 301. La densité des événements coupait la chair du temps. Il n'en restait plus que l'os dur et sec, fulgurant. Voilà, donc il y a aussi des moments plus coupants. Ouais, je voulais juste quand même dire un mot sur le. J'ai évoqué quand même. Tu m'as détourné un peu, mais à juste raison. Non, pas du tout. Du terme du serial killer, c'est quand même un peu présent, puisqu'il y a 2-3 crimes assez plus que sanglants avec des plus que découpage. Et oui, je voulais m'amuser un petit peu avec l'idée qu'on puisse penser que c'en est un, mais en fait, moi, je déteste les serial killers. Mais justement, c'est bien parce que tu l'as traité. On pourrait donner d'autres exemples. On va peut-être aller à l'essentiel et au dernier livre. Mais tu l'as fait avec originalité. Et en plus, ça t'a permis de traiter, comme tu l'as dit, le Rwanda, de les ramener ici. On ne sait pas trop comment ni pourquoi. Et ça c'est là que c'est en fait là, oui, dans tout ce qui est traité dans ce roman, il y a du serial killing, si on peut dire, mais pas sous la forme d'un ogre méchant qui tue les innocents et le gentil flic qui le trouve et les innocents sont, je trouve une vision très binaire qu'on a dans les serial killers. Et en plus, tu as évité un second écueil que tu traites un peu par la bande. Et c'est aussi les trafics d'organes, le roman, le pseudo-thriller médical, mais c'est abordé, c'est présent. Donc c'est Et également, ça tu le cites, mais tu le développes pas du tout. C'est peut-être juste un contrepoint. Il y a aussi c'est pas des révélations, c'est connu. Les relations entre les expériences humaines dans la Seconde Guerre mondiale et tu cites la famille Bush, mais surtout tu cites IG Farben et les entreprises Bayer et autres. Donc ça c'est. Mais en tous les cas, donc le roman n'est pas choral que sur les personnages. Je voulais l'ancrer dans une histoire justement. Je voulais pas que cette histoire de trafic d'organes vienne comme une espèce de lubie d'auteur, mais que ça s'ancre dans une histoire où finalement ce sont des choses qui ont déjà été faites et qui sont encore faites probablement. L'année d'après, tu publies le 7 de carreau chez Latingo. C'est une fiction qui a été adaptée en fiction radiophonique sur France Culture. L'émission, c'est Drôle de drame. Oui. Je ne sais pas si quelqu'un l'a entendu, écouté. Et enfin, les deux derniers titres. Le Justice est faite qui est publié chez Inuit. Alors Inuit, c'est peut-être un jeu de mots qui aurait plu à Olivier Truc ou Inoctavo. Oui, ils disent Inuit, je crois. Ils disent Inuit. Bon. Donc c'est un jeu de mots. Une novella d'anticipation sociale où Étienne est un justicier des plus étonnants et tout en reprenant le titre éponyme d'André Caillat, 1950, Justice est faite. Tu veux en dire un mot de celui-là Oui, non, très vite fait. Ça dépend aussi du temps de l'heure. Si, on peut en dire un mot. On clôturera avec L'homme à la bombe. D'accord. Justice est faite, c'était les éditeurs donc voulaient lancer une série sur le fait de reprendre les propos d'un homme politique et à partir de ce propos, d'en développer une nouvelle d'anticipation sociale, sans forcément tenir contexte du propos. Par exemple, vous n'avez pas le monomole du cœur, ou dégage, ou Liliane fait les valises. Donc il m'avait proposé toute une liste de phrases comme ça. Moi, j'avais choisi les buter jusque dans les chiottes de Poutine, à propos des Tchétchènes. Et là, j'avais commencé à développer un truc sur une société contre les obèses qui les supprime tous. Et est arrivé donc l'assassinat de Ben Laden par les armées d'Obama et cette réflexion d'Obama qui m'avait beaucoup choqué, qui est donc justice est faite. C'était pas ma conception de la justice personnellement et du coup j'ai fait une nouvelle de légère et je les ai appelés, je leur ai dit est-ce que je peux prendre cette phrase et ils m'ont dit bah oui vas-y. Mais bon, même si ça reprend le titre d'un film de Kayat, c'est ça. Et du coup voilà. Et donc c'est une nouvelle de légère anticipation sociale dans laquelle j'imagine que les discours des associations, de certaines associations, de victimes finissent par être entendus et où finalement on rend une partie de la justice aux victimes. C'est-à-dire que c'est elles qui peuvent décider d'une peine. Mais après, ça développe cette idée-là. Et donc on clôturera, après j'espère que vous aurez un peu de temps si vous voulez poser des questions à Christian ou ensuite signer les livres. Enfin c'est lui qui les signera. Donc le dernier, L'homme à la bombe, chez Rivage Noir 2012. Donc quand j'évoquais les leitmotifs tout à l'heure, il y a la bombe, il y a diverses explosions au gaz, etc. Les bâtons de dynamite qui se baladent. C'est une bombe ce gosse, tu viens de le dire. Il y a un jeu de mots au passage qui est bon. Se promener avec deux bombes, l'une munie de fil, l'autre de jambes et de cheveux rouges. Bon, ça vous verrez. Il y a le chien rouge et la fille aux cheveux rouges. Ça c'est un peu peut-être tiré.
Il y a aussi les... Hein par les cheveux. Il y a aussi... tu as la présence dans quasiment tous les romans de couple multiraciaux. Oui. Il faut peut-être en dire un mot ou pas dans un sens ou dans l'autre. Oui, non, c'est simplement que je trouve que c'est en fait, soit on met des Noirs ou des Arabes pour traiter d'un problème de racisme, soit en fait simplement, et soit on n'en met pas. On trouve beaucoup ça dans les films. Moi, du coup, j'aime bien mettre ces personnages-là qui sont là uniquement parce que là, par exemple, le personnage dont on découvre qu'il est noir au bout d'un certain temps, ouais, il est ingénieur, il a vécu en Normandie, sa famille est là depuis 400 ans. Voilà, et comme dit l'autre, il dit à la fille qui dit ouais mais enfin quand même t'es bien noir, il dit bah quoi j'aurais dû blanchir à l'usage, bon, et en fait jamais on traite ni de racisme, ni de cité, ni de rap, ni de jeunes, ni tout ça. Et ça me semble important de pareil comme SDF au début, de leur donner une autre existence qu'une existence stéréotypée en fait. Alors bien évidemment celui-ci il pourrait s'inscrire dans une autre thématique qu'on a développée, c'est chroniques sociales contemporaines. Donc là on est complètement. Westlake le couperait, on ne peut pas y échapper, on l'a dit, tu l'as cité, on l'a recité. Il y a des gens comme Ian Levison aux États-Unis qui fait un boulot remarquable sur son... Pas encore lu. Ah ben, je le conseille vivement. Hein. Et entre autres, qu'est-ce que tu as dit ? Ça arrive, elles font oui, ben voilà, je vais le lire. Et par exemple, des gens qui se sont introduits fortement sur la scène française, comme Marin Ledin, qu'on recevra peut-être l'année prochaine, qui traite ça. Absolument. Est-ce que là ça vient un peu du couperet, ça vient de quelque chose entendu à la radio, ça vient de comment c'était? Oui, alors en fait ça venait après comme Kadogo m'avait beaucoup épuisé, j'étais dans une série, je voulais faire en fait je fais des romans je fais des romans chorales, mais écoute, sans rien. Il y a plus d'un roman où au début je me disais bon allez ce coup-ci je tiens un truc linéaire et paf, je parais en fait j'arrivais pas à écrire un roman linéaire. Incroyable, hein. Enfin, là, tu pars un début et bon, tu déroules. Oui. Alors, justement, par rapport, je ne les ai pas toutes citées au début, mais là tu as une autre thématique archétypique, c'est le road novel. Oui, c'est vrai. Oui. Oui, non, mais tu as raison, en fait. Tu dis tous les aspects du roman noir. Non, alors, mais oui, j'avais très envie. J'avais envie de raconter. J'avais envie de raconter tout simplement quelque chose par rapport au chômage, voilà, ça faisait un moment que je voulais en parler. Et de dire que c'est une situation explosive. Et en fait, je suis bêtement parti de cette idée que le chômage, c'est une situation explosive, tout bêtement. Donc, c'est un homme à la bombe. Alors, ça, c'est venu très vite. Ensuite, Afed Ben Othman, donc, qui est un auteur extrêmement intéressant, vous pouvez inviter aussi d'ailleurs, et qui est un copain à moi et qui donc commettait des braquages. Donc, et un très bon écrivain. Oui, complètement, un très bon écrivain, je suis tout à fait d'accord. Et du coup, il m'avait raconté comment il avait fait ça. Et c'est un type qui fait des braquages sans armes chargées, je veux dire. Donc c'est la méthode qu'il utilise, qui est décrite là-dedans, c'est très exactement celle qu'il a décrite. Et donc je lui ai demandé si je pouvais me permettre de m'en servir dans un roman. Et voilà, c'est une fausse bombe. Et voilà, lisez-le, vous pourrez aller faire des braquages à la fausse bombe. Oui, il s'est fait prendre. Hein. Il s'est fait prendre en attendant. Hein. Et il a fait 4 ans de prison et voilà, il en est sorti. Et j'avais envie de... Toujours il y a plus de fantaisie peut-être, de raconte, même si bon, ça se termine pas vraiment dans la dentelle. Alors, rien de la fin, non. Belle fin d'ailleurs. Merci. Ouais. Mais bon, et côté road novel, j'aime beaucoup les road movies, donc j'avais envie aussi de ce côté. Il y en a les retours en France, il y a le Cap d'Agde. Ouais, le couple qui se promène un peu. Le Cauchois, c'est quoi? C'est vers la fin. Ils vont quand ils remontent, j'ai noté un. Dans le pays cauchois. Oui, l'arrière-pays cauchois, oui, voilà, le Cap d'Agde. Bon, ce Larry, il est quand même ingénieur acousticien, donc là aussi, quand même, ça te rapproche un petit peu. Et puis, il y a Sophie et Laureline qui sont parties. Et les petites absences, les dénouements des vies de couple ou familiales. Et donc, il se balade, Christian vient de l'expliquer, avec un simulacre de bombe, c'est page 14, on le sait tout de suite, et qui est son dernier cœur battant. Voilà, page 16. Autant vous dire que celui-ci, alors, je ne sais pas si tu as voulu changer de ton et de style, il y a la noirceur, l'explosivité du thème que tu as évoqué, mais par ailleurs, il y a davantage d'humour et de légèreté que dans les autres. Enfin, moi, j'ai senti ça. Bah ouais, c'est vrai. C'était pas tout à fait volontaire, mais ça s'est trouvé comme ça. Et j'étais assez content d'avoir ce changement de ton. Ça faisait aussi un moment que j'essayais un petit peu de changer de ton. Et au début, je trouvais que ça s'y prêtait bien, parce que je trouvais qu'il y avait un côté mascarade dans cet homme avec sa fausse bombe qui fait peur aux gens et tout. Et puis après, je retombe sur mes réflexions. Alors c'est aussi une réflexion sur la violence, c'est qu'au départ c'est une fausse bombe,
Mais jouer avec la violence finit toujours par inviter des amis qu'on n'a pas du tout envie de voir rentrer dans sa cuisine, quoi. Et évidemment, il y a toute une seconde partie du roman. La première partie, c'est comme si un rêve était possible, une forme d'utopie était possible, et il y a une grande scène de boîte de nuit au milieu qui s'achève le lendemain matin avec 3 êtres nus dans une cuisine et l'aube levante, et ils disent on pourrait presque croire que le monde va pouvoir commencer. Et il y a toute la seconde partie du roman, c'est non, la violence rattrape, etc. Voilà, j'en ai trop dit pour le coup sur celui-là. Non. En gros, c'est pas une scène importante. Et c'était une construction dans la linéarité pour une fois, ce qui me changeait, mais et comme par hasard, dans la deuxième partie, c'est moins linéaire. On se met à voir des trucs qui vont dans le passé, qui reviennent, et la vie redevient le chaos qu'elle est, quoi. C'est ton éditeur qui a paginé autrement, là? Non. Qu'est-ce que je voulais rajouter par rapport? Oui. En t'entendant, je pense forcément à José Garcia. Et tu as pensé à quelqu'un pour interpréter Larry? Non, pas du tout. C'est vrai que la scène d'après-nuit au Cap d'Agde, c'est sûr qu'elle est absolument cinématographique. Ouais, alors en fait, ça serait vraiment une belle scène. Normalement, c'est déjà dans les boîtes pour devenir un film à l'heure actuelle. D'accord. Voilà. Le réalisateur, tout ça, c'est pour l'instant, c'est non, oui, enfin, on est aux prémices, mais pour l'instant, il y a le réalisateur, le producteur, on attend l'accord de l'éditeur, il y a le mien, parce que je les ai rencontrés, je suis tout à fait d'accord, et je devrais écrire le scénario, comme le film qui a été tiré de La Bannière était en noir. Oui, c'est ce que j'allais dire. Le chant des sirènes, adapté pour la télévision. Et non, j'ai pas fait la musique parce que le réalisateur voulait pas. J'ai fait la chanson d'entrée du Chant des Sirènes, donc un téléfilm qui a eu le prix du meilleur téléfilm au Festival de La Rochelle en 2011, mais qui n'est toujours pas diffusé. Un téléfilm pour France 2, mais qui a gardé la violence du roman et la noirceur, ce qui était déjà pas évident, mais ils nous ont pas du tout embêtés. Ça s'est très bien passé avec eux, sauf qu'il n'est pas diffusé. Tous les autres films qui étaient présents au palmarès, qui ont eu les prix, meilleur acteur, tout ça, ont tous été diffusés, mais le nôtre qui a eu le Grand Prix n'a toujours pas été diffusé. Voilà. Et à l'époque, ils ne l'ont pas diffusé en disant ouais, on approche des élections. Là, c'est l'histoire de ultra-hooligan. En fait, les sujets que je traite reviennent pas mal d'actualité en ce moment, ce qui n'est pas la meilleure des choses. Et alors, du point de vue cinématographique, il y a aussi dans cette linéarité que tu viens de dénoncer là, il y a les dialogues j'ai trouvé les dialogues assez performants et très bien structurés, et encore une fois cinématographiques. Je vais en lire un qui va donner le ton, c'est page 46. Et puis je finirai par une dernière petite note d'humour. Merde, Lu. Parce que la jeune femme, je ne vais pas dire comment, mais la jeune femme avec qui il entreprend la route du road novel, c'est Lucie qui devient Lu. Lu ou Lou? Lu. Merde, Lu, pourquoi t'as fait ça? Il chuchotait dans la pénombre du couloir. Le corps entier de Lu était lové autour de la jambe de Larry. Maintenant. Tiens, maintenant. Il n'y a pas d'interrogation là. Parce que je savais que toi, t'allais faire ça. Ça quoi? M'abandonner. Soupir, abandon. Tu as quelque chose à prendre? J'ai jamais rien eu d'autre que moi. Donc là, on est la rue. Hein. Elle avait donc ramassé tout ce qui était en sa possession, à savoir ses bras, ses jambes et son sac de pognon. S'était levé d'un bond et avait devancé Larry dans l'escalier. Tu viens? Voilà, donc c'est quand même... et c'est vrai que c'est pas très loin des Thompson, Goodies, tout ça. Et tu as bien fait d'en parler, voilà. On est au Cap d'Agde. C'est pour vous dire que donc le ton est un peu différent et il y a aussi de l'humour. Et à l'instar de ce dernier, soit ce beat vous faisait horreur, soit vous vous laissiez transporter par lui. Les danseurs gesticulaient en le suivant. Des trucs très sportifs, saccadés, que Larry essayait en vain de déchiffrer. Il ne parvenait pas à comprendre. Il pensait qu'on allait dans ces boîtes pour trouver de la chair à baise, mais au bout de 3 heures passées à se déhancher sur ce rythme obstiné, il ne pouvait plus rester des participants que leurs os et leurs sueurs. Les os encore. Ça, c'est pas dans le texte. Il essaya d'imaginer l'effet que pourrait avoir la bombe s'il se plantait debout au milieu de la piste et la brandissait, en affectant cette position si célèbre que prenait John Travolta sur l'affiche de La Fièvre du samedi soir, quand Lu s'approcha de lui et lui demanda de lui payer un verre. Ça sera ma dernière question, j'espère que vous en aurez à votre tour. Est-ce que, peut-être pour revenir ou pas sur cette idée des archétypes, ou en tous les cas de thématiques diverses et que tu as traitées sur le roman noir en général, est-ce que le prochain projet en cours traite d'autres choses ou pas?
Et si tu peux en dire un mot? Je sais pas trop, le prochain projet, ça reste. Alors, je pense que j'ai envie de travailler sur une chose qui, je pense, n'est pas un des arcs. Enfin, peut-être, tu me remarques, tu vas peut-être me dire. Je vais travailler sur la laideur, sur l'interdiction au lait de vivre, en gros. Voilà, je peux pas en dire tellement plus. Bon, vu ce que tu as fait des obèses, il restera Non, parce que quoi de la laideur? justement, c'était déjà à l'époque, c'était une nouvelle qui était faite pour dénoncer ce truc-là. Et je sais que le personnage principal est une fille de 107 kilos qui décide de se venger d'une manière assez particulière. Et c'est raconté par elle. Je travaille à nouveau complètement un langage très, 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 très différent. Là, on est vraiment sur quelqu'un qui a très peu de culture, qui parle. Alors, il n'y a plus une seule négation. Enfin, j'essaye de tenir cette chose-là sur un temps X. Mais là, normalement, j'en parle même pas quand c'est dans cet état-là. Ok. Bon, merci de. J'essaye en tous les cas, je ne sais pas si je travaille dans des archétypes, mais j'essaye, ça tu l'as bien noté, à chaque fois de faire quelque chose de différent, autrement, de l'aborder autrement. Des fois, on me demande, mais tu vas pas écrire une série avec. Non, j'ai peur de m'ennuyer en fait. Puis la série, le personnage est obligé de rester vivant. Mais finalement, finalement, vous avez raison. C'est ce que c'est qu'en fait, on retrouve ces personnages qui reviennent. Et j'ai un autre projet de roman où justement, peut-être qu'Eustache et Tony vont aussi revenir du coup. Mais ça se fait comme ça. C'est pas en fait une décision de base. D'abord parce que j'ai vraiment souvent des lectrices d'ailleurs qui m'ont dit et Tony, il en est où? Et Tony, il en est où? Parce que Tony, il est mal. Donc Kadogo, il est Tony, mal quoi. Ils m'ont dit mais tu vas pas nous le laisser dans cet état-là. Je pense savoir ce que devient Tony. Enfin, on dira pas, mais enfin bon, c'est pas très important dans le roman. Le flic a une idée trouve un stratagème, avec oui. pour le ramener à la maison. Oui, mais sauf qu'à la fin, il n'y est pas. Oui, tout à fait. À la fin, il n'y est pas. Quelqu'un souhaite poser des questions? On a un ordinateur. C'est vicieux. Hein. Je pense qu'il y a de ça. En tous les cas, non, ce qui est vrai, la grosse merde à gérer, ça c'est vrai. De toute façon, tôt ou tard, il faut se la coller. Mais il y a cette envie, c'est vrai qu'il y a un peu de ça, je trouve. Ouais. De pas redémarrer, mais à chaque fois être dans une excitation vraiment d'être un petit peu ailleurs. Comme je disais tout à l'heure, hein, avec ce nouveau chapitre, avec une nouvelle voix, ou en reprenant une voix que j'ai pas pris depuis un moment, paf, je retrouve ce plaisir d'écrire, cette excitation d'écrire, de défricher encore quelque chose. Ouais, moi je crois que ça joue beaucoup chez moi en tous les cas. C'est fondamental chez moi, si jamais je m'ennuie en écrivant un passage, de toute façon je le mets pas, parce que je me dis que le lecteur va s'ennuyer aussi. Donc oui, mais les chansons. Ça va quand même 4000 fois plus vite. Non, c'est vrai, des fois j'entends des auteurs de chansons dire ouais, écrire une chanson. Bon, d'accord, mais c'est quand même. Je dis pas que c'est pas du boulot, mais ça va quand même. Donc c'est beaucoup plus fulgurant, quoi. La chanson, c'est le plaisir justement de l'instant, de la concision extrême, de ne rien développer. C'est assez différent, je trouve. C'est pas le même état d'esprit. Puis là, les chansons ont chacune un ton, mais elles ont des tons différents, sont des écritures différentes. Si c'est ce que vous voulez, là-dessus, oui. Là-dessus, on retrouve le. Ouais, les thèmes, globalement, c'est pas super drôle. Hein. Très, très globalement. Serge, il en sait quelque chose des chansons. Ah, si. Et pas que des chansons. Par rapport à ce que tu disais juste avant, j'ai un trou là, je commence quand même à être un peu. Un des auteurs qu'on a reçu, qui avait réécrit un bouquin, il avait réintroduit vraiment énormément de choses. Donc cette transversalité dont on a parlé entre les romans ou quoi, dans la réécriture, lui, il s'était permis vraiment de rentrer des choses beaucoup plus qui étaient déjà dans les romans précédents. Oui, mais c'était dans une seconde écriture. Il l'a fait vraiment après. Ah, d'accord. C'est pour te dire que la prochaine fois que Rivage ou quelqu'un d'autre te demande, tu pourrais.
Bah, tant mieux, je dirais. Tant mieux, j'en ai pas conscience en fait. J'écris sans musique, et en fait la musique apparaît très très tard dans mes romans parce qu'elle apparaît dans Kadogo. Et ça, je dirais que c'est une des perméabilités de mon entourage, c'est que j'ai des amis qui m'ont dit mais c'est bizarre dans tes romans parce que à côté de ça tu parles tout le temps de musique, t'en fais avec des gens, nanana. Tu nous bassines avec Mahler, Beethoven et Bartók, et on ne l'a jamais dans tes romans. Et du coup, la musique en elle-même a fini par apparaître dans Kadogo parce qu'on me posait tellement la question que je me dis tiens, je vais parler un peu de musique. Et sur le style, en tous les cas, je lis tout à haute voix, moi. Tout ce que j'écris à haute voix, et si j'accroche, je me demande pourquoi. Je m'interroge pour. Alors, des fois, c'est pour des bonnes raisons. Enfin, c'est pas parce que j'accroche que c'est pas bon. Mais au moins, je me pose la question. Et c'est assez important pour moi qu'il y ait cette musicalité. Quel que soit le ton, et toujours aussi de travailler sur ce mélange de certaines phrases qui pourraient paraître presque précieuses et une espèce de brutalité verbale à d'autres moments, et tout à coup un vocabulaire beaucoup plus vulgaire. J'aime beaucoup, en fait, en termes de dynamique, comme on dirait en musique, travailler sur des couleurs comme ça très très différentes. Et ça, je pense que c'est une chose que je découvre qui, l'air de rien, sur tous les romans, continue d'exister, un peu toujours. Oui, tout à l'heure, tu as vraiment un passage comme ça, tac, tac, et tout à coup, paf, quelque chose de brutal qui conclut. Bien, merci beaucoup de votre attention, de votre présence tout au long de l'année, et merci à Christian Roux de nous avoir rejoints ce soir. De rien, voilà, merci beaucoup à vous. Lui faire signer des livres. Merci à vous. Merci.